La liberté à tout prix. Le compte à rebours est lancé. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Merci d'être à nouveau à nos côtés. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à la situation en France, bien sûr, avec ce gouvernement qui vient d'être renversé après à peine 3 mois. Et puis nous allons parler bien entendu de la situation internationale entre la guerre en Ukraine, mais aussi les conflits au Proche-Orient. Avant de commencer ce lourd programme, je compte sur vous comme chaque semaine pour le succès de cette émission. Aussi, prenez quelques instants pour la relayer au maximum. Pensez également à m'écrire dans les commentaires. Faites-moi des suggestions, n'hésitez pas. Et puis surtout, prenez 7 petites secondes pour le pouce en l'air. Ça améliore considérablement le référencement. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, François Asselineau. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'UPR. Alors François Asselineau, aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de l'actualité en France, de ce gouvernement qui vient d'être renversé. Pour commencer cette émission, on regarde tout de suite Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Si vous aviez été député, François Asselineau, vous auriez voté la censure ? Ah oui, bien sûr. Pour quelle raison ? Pour une raison, pour toute une série de raisons. Mais la raison qui n'a jamais été évoquée, ni par la gauche, ni par Madame Le Pen d'ailleurs, c'est d'abord que nous sommes quand même, il y a un petit détail, c'est qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et que dans le gouvernement Barnier, il y avait 2 ministres, M. Jean-Noël Barrot, un young leader de la French American Foundation, et M. Haddad, ancien directeur de l'Atlantic Council pour la France, c'est-à-dire 2 agents d'influence américains, qui n'ont cessé que de dire qu'il fallait envoyer des missiles pour aller frapper la Russie et des troupes au sol. Or, ceci a été décidé, annoncé, sans que jamais la représentation nationale n'ait eu à se prononcer, et sans que jamais on ait demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour entrer en guerre contre la Russie, au risque de se ramasser sur la tête un missile Oreshnik, par exemple, comme celui qui a été envoyé à titre de semonce par les Russes. Donc déjà, sur ce sujet qui, excusez-moi, c'est un tout petit peu plus important que le malus automobile dont parle Madame Le Pen. C'est un sujet absolument fondamental qui a été complètement évacué du débat. La France est une espèce de pousse au crime, beaucoup plus, par exemple, que l'Italie, que l'Allemagne, a fortiori que les États-Unis, d'ailleurs, qui veulent calmer le jeu. Donc la France est devenue une espèce de porte-parole de l'État profond américain, sans que jamais les Français n'aient été amenés à se décider. Et moi, là-dedans, M. Barnier, je suis désolé, M. Barnier, qu'est-ce qu'il a apporté ? En fait, il s'est complètement couché sur le narratif face au narratif américain. On est un peu surpris, pardonnez-moi François Asselineau, mais on est un peu surpris de vous entendre en ces termes sur Michel Barnier, puisque lors de sa nomination à Matignon, vous n'étiez pas enthousiaste. Pour autant, vous étiez plutôt... on laisse sa chance au produit. Oui, et ça serait à refaire. Je redirais exactement la même chose, parce qu'il y a des gens qui ont, évidemment, vous savez, quand les gens caricaturent les propos, donc j'invite tout le monde à écouter ce que j'avais dit à l'époque. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit que M. Barnier, il avait quand même
C'était à mon avis le moins pire, parce qu'on va voir ce qui va se passer maintenant d'ailleurs. Hein. C'était à mon avis le moins pire, et surtout, il avait fait quelque chose que j'avais rappelé, c'est qu'au moment de la campagne pour avoir l'investiture des Républicains en 2021 pour la présidentielle, il avait annoncé qu'il fallait que si lui il était élu, il suspendrait l'application des articles des traités européens sur les questions migratoires. Voilà. Et également l'application des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça lui avait valu à l'époque d'être traîné dans la boue dans les médias, y compris d'ailleurs par le journal Libération qui avait titré, reprenant la parole apocryphe prêtée à Henri IV, vous savez, c'est comment dirais-je, Paris vaut bien une messe, puisqu'il était protestant, il était devenu catholique, pour succéder à Henri III. Donc le journal Libération avait titré, en parlant de Barnier, « L'Élysée vaut bien un Frexit ». Donc c'était quand même quelque chose de très extraordinaire, rappelez-vous. Et donc moi j'avais dit, laissons-lui sa chance, parce que il était dans une situation, Barnier, il aurait pu devenir un homme historique. Je l'ai dit et je le redis ici. Bon, il l'a un peu réussi, puisque c'est... Non, là, c'est 3 mois, c'est le passage éclair à Matignon, dans la Ve République. Oui, c'est à peu près le même niveau que le 3e gouvernement Pierre Messmer, qui s'est interrompu avec la mort de Georges Pompidou. Bon. Non, mais... Qui connaissait bien, d'ailleurs, il aurait Georges pu, Pompidou, oui, absolument. Il aurait pu devenir un homme réellement historique. Alors là, si vous voulez, dans 6 mois, les gens parleront de Barnier comme de Castex, c'est des gens, ou de Jean-Marc Ayrault, c'est des gens qui ont disparu de la circulation. Il ne marque absolument pas l'histoire. Monsieur Barnier, il avait un moyen extraordinaire pour pour renverser l'histoire de France. À partir du moment où il était Premier ministre, c'est pour ça que je pensais qu'il allait faire ça, il pouvait très bien dire 75% des Français, d'après tous les sondages montrent que les Français trouvent à 75% qu'il y a trop d'immigration. Il faut donc arrêter l'immigration. Deuxièmement, j'ai déjà dit que si j'étais élu président, je mettrais un terme à l'application des articles dont je viens de parler du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, je souhaite que l'on suspende ces articles. Et pour le faire en termes juridiques valables, je demande qu'il y ait un référendum où on demande aux Français s'ils sont d'accord pour suspendre les articles qui imposent en fait une politique migratoire par l'Union européenne. Vous savez que c'est l'Union européenne qui nous impose une politique migratoire. 4 millions d'immigrés par an légaux, c'est ce qui est actuellement demandé et appliqué par les dirigeants européens. Ce que Madame Le Pen, Madame Knafo, Madame Maréchal, tout ça, ils cachent soigneusement le fait que si on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer ça. Et Barnier, s'il avait dit ça, et s'il avait dit il faut un référendum, et je me tourne vers le président de la République pour qu'il mette en œuvre, puisque c'est le président de la République qui décide d'un référendum auprès des Français, un référendum sur ces questions migratoires pour ou contre l'application des articles 66, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais s'il avait fait ça, il renversait l'histoire de France. Est-ce qu'il a eu le temps de faire ça, de toute façon ? Mais il suffisait de le dire aux 20h. Parce que qu'est-ce que faisait à ce moment-là Macron ? Soit Macron déférait à la demande de son Premier ministre. Et à ce moment-là, il y avait un référendum, et je suis persuadé que le référendum aurait été voté haut la main par au moins 70% des Français, ça aurait été considérable, et M. Barnier aurait damé le pion à Macron, il serait apparu comme l'homme de la situation. Soit Macron refusait d'organiser le référendum, et à ce moment-là, Barnier claquait la porte en disant « on m'empêche de faire la politique souhaitée par une majorité des Français, donc je m'en vais ». Et en ce moment, il aurait 80% de gens favorables. Alors que là, il a fait, vous savez, c'est exactement finalement la tendance, la tentation de la droite française, qui finalement, une grande partie de la droite française, c'est toujours être du côté du manche, quel que soit le manche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils se prétendent gaullistes, mais ils ont oublié ce que c'est que le gaullisme. Le gaullisme, on a dit de Gaulle que c'est l'homme qui a dit non, qui sait qu'il faut faire prévaloir la souveraineté nationale, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide. Ça doit être le peuple qui décide, et ceci... L'enseignement politique du général de Gaulle, c'est l'idée du conflit créateur. De Gaulle, il a dit non. De Gaulle, il a fait des scandales historiques. Et De Gaulle, il a démissionné. Quand vous voyez Macron, c'est un cas psychiatrique qui se vautre dans la fange tout en invoquant les mânes du général de Gaulle. Tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas dignes de diriger la France. Et c'est de ça que nous pâtissons. Vous plaidez pour une destitution d'Emmanuel Macron ? Ah ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Macron, moi j'ai vu son discours.
Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je vous propose qu'on le regarde alors. Alors regardons-le. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Alors, qu'avez-vous pensé de cette allocution ? Il a aussi dit cette phrase extraordinaire qu'il n'assumerait jamais l'irresponsabilité des autres. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il rejette sur les autres tout le désastre. Quand vous écoutez Macron, on a l'impression de quelqu'un qui vit dans un rêve, dans un monde qui n'existe pas. Macron est quelqu'un qui est profondément rejeté par 80% ou 75% de la population. Donc normalement, il devrait se retirer. Le chaos dans lequel on est, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il a fait une dissolution. Et c'est parce que par ailleurs, il y a eu ces jeux politiciens qui ont empêché de faire apparaître une majorité solide. Quand je vois que toute la droite anti-Rassemblement National s'est fait élire en soutenant LFI réciproquement, et que maintenant les mêmes qui ont fait ça reprochent au RN d'avoir mélangé ses voix à LFI, ça c'est incroyable. Mais qui est dupe ? Il y a de moins en moins de Français qui sont dupes. Moi, quand j'ai vu Macron, j'ai trouvé qu'il avait parfois le souffle court. J'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui donnaient l'impression de quelqu'un d'un peu angoissé. Et finalement, le message essentiel qu'il a dit, c'est « Je suis là jusqu'en 2027 et je vous emmerde ». Voilà. Pour reprendre son expression quand il avait dit que je voulais emmerder les Français. Voilà. Donc face à ça, on est dans une situation où la France est vraiment dans une situation financière calamiteuse, diplomatique, militaire, industrielle, agricole. Là, on est en train de laisser Madame von der Leyen en Argentine risquer de signer l'accord du Mercosur, etc. Nos intérêts ne sont absolument plus défendus. En matière industrielle, on avait un ministre là qui nous a dit à la mi-novembre qu'il s'attendait à des milliers de pertes d'emplois industriels. Enfin, c'est une bérésina dans tous les domaines. Et il s'accroche. Alors face à ça, il y a des appels à la démission. Mais des appels à la démission, il faut ne pas comprendre qui est Macron. Macron ne va jamais démissionner. C'est un psychopathe. C'est quelqu'un, si vous voulez, d'abord, il a l'immunité judiciaire en tant que président. Donc ça, il ne va pas le lâcher. Deuxièmement, c'est quelqu'un de très narcissique. Donc lui, son truc, c'est de se promener comme ça à travers la planète, de donner des bons points, etc. C'est de se mettre en avant. C'est pas un chef d'État. Vous avez vu dans son discours hier, de quoi il s'est vanté ? Il s'est vanté des Jeux Olympiques et de Notre-Dame de Paris. Voilà. Il y aurait des choses à dire sur l'un comme sur l'autre, d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est pas un président de la République. Ça, c'est un organisateur d'événementiel. Il s'est trompé de profession. Et c'est pas quelqu'un qui dirige la France qui dit ça. Vous imaginez le général de Gaulle en train de se dire, voilà, j'ai une grande réussite, on a réparé une cathédrale. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Bon. Moi, je vois quelqu'un qui est en souffrance avec Macron. Et je vois quelqu'un qui doit donc normalement faire l'objet d'une procédure de destitution puisqu'il ne veut pas se retirer. Qu'est-ce que vous voulez dire par quelqu'un qui est en souffrance ? Psychologiquement. Vous avez vu, il vit dans un autre monde, dans un autre univers. Il dit tout est de la faute des autres. Lui, c'est un grand succès. Enfin, regardez la France, dans quel état il a laissé la France. En matière financière, on est aux abois. Vous avez vu que les taux d'intérêt sur la France, sur les obligations de 10 ans, on est les pires de l'Europe. Maintenant, les marchés financiers demandent plus de rémunération pour acheter de la dette française qu'à la Grèce. Ça a duré que 24 heures. Oui, enfin, on est au niveau de la Grèce. C'est incroyable. Donc on est dans une situation, et puis le pire reste à venir. Il va falloir lever 300 milliards d'euros au cours de l'année qui vient, de 2025. Et puis là, il va faire quoi d'ailleurs aussi ? Ça va être quoi là, le prochain Premier ministre ? On ne sait pas. Il avait d'ailleurs annoncé, il ment comme il respire, il avait annoncé qu'il allait nommer très vite quelqu'un. Voilà. 24 heures. Oui. Voilà. Et puis en fait, non. C'est reparti pour un tour. Et on voit naturellement toujours les mêmes tamanoirs là, qui repointent le museau parce qu'ils sentent la gamelle. Alors, vous avez Bayrou, vous avez Monsieur Lecornu, Madame Ségolène Royal, toute honte bue. Mais vous avez vu Madame Ségolène Royal ?
Mais c'est incroyable, elle s'invite sur les plateaux télé en disant que c'est elle qu'il faut, mais c'est incroyable. Il est probable qu'on l'ait invitée sur les plateaux Comment télé. Il est probable qu'on l'ait invitée sur Oui, bien entendu, mais enfin, elle a écrit de partout. Enfin, on va voir, je sais pas, on va bientôt voir, voilà, monsieur Xavier Bertrand, ça ne saurait tarder. Tous ces gens qui sont là, qui veulent des places, mais pour faire quoi, pour dire quoi? Le problème de la France, fondamentalement, c'est que on est dans une situation qui ne peut, à mon avis, déboucher que sur une révolution. Voilà, je pense que si tout est fait pour que la France soit bloquée. Voilà, parce que on peut l'éviter cette situation de révolution, ou il ne faut pas l'éviter? Vous êtes révolutionnaire? Écoutez, moi, je fais depuis bientôt 18 ans un parti politique qui essaie d'expliquer aux Français où est le problème. Le problème, c'est que tant qu'on est dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, on ne peut aller qu'au désastre. Là, visiblement, si je peux me permettre, c'est pas le seul problème quand même. C'est quand même le problème essentiel. C'est le problème numéro 1. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des problèmes... on ne serait pas à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui. On aurait Emmanuel Macron. Je pense que ça pourrait rester un problème. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que ça l'un ne va pas sans l'autre. C'est que le problème, c'est qu'en France, qui a le pouvoir? En France, ceux qui ont le pouvoir, c'est l'oligarchie. Ce sont ceux qui tiennent les médias et les instituts de sondage. Vous savez que M. Barnier a été nommé le 5 novembre. Il a mis 16 jours pour créer son gouvernement. Mais c'était, je crois, le 17 novembre, donc 12 jours après sa nomination. Il n'avait même pas encore nommé son gouvernement, il n'y arrivait pas. Il y avait des sondages, un sondage IFOP qui disait que c'était l'homme politique préféré des Français. Tout est bidouillé en France. Et vous êtes jaloux? Non, oui, je suis jaloux. Ouais, non, ça c'est ridicule. Non, ça veut dire que si vous voulez, on est face à un pays où les aspirations populaires ne peuvent pas déboucher. Parce que la seule chose mais les inspirations populaires, c'est quand même celles qui ont conduit Emmanuel Macron à reprendre l'Élysée en 2022. Mais non. D'abord, en 2022, vous n'avez pas vraiment eu de campagne électorale. Rappelez-vous, ça a été limité au strict minimum, d'une façon scandaleuse d'ailleurs, puisque Macron, il a fait comme certains de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il était à la fois président de la République et pas candidat, donc il jouait de l'ambiguïté pour avoir une couverture médiatique considérable. Mais le problème qu'il y a, c'est toujours la même histoire, c'est que les Français, si vous voulez, il y a énormément de gens en France qui se désintéressent de la politique, et qui votent au vu de ce qu'ils voient sur TF1, BFM, ou voilà, ils regardent ça. Et donc, ils ne vont pas chercher, ils pensent que toute l'offre politique qu'il aurait présentée, c'est celle qu'il aurait présentée dans les grands médias. Donc, vous avez, en fait, le vrai pouvoir est détenu par les milliardaires qui tiennent les médias, c'est ça. Et là, qu'est-ce que font les milliardaires? Vous savez ce que je pense qu'il est en train de se passer? C'est que les milliardaires sont en train de pointer le pouce vers le bas pour Madame Le Pen. Ils ne veulent plus de Madame Le Pen. D'ailleurs, tout le monde l'agonie en ce moment de critiques, alors que là, pour le coup, moi, je viens, si j'ose dire, à son secours, parce qu'elle a bien fait de voter la censure. Voilà. Mais il y a tout un discours, un narratif dans tous les médias mainstream, dans tous les médias, sur le thème « quelle irresponsabilité », etc. C'est incroyable. On est quand même face à des gens qui ont détruit la France depuis 7 ans, qui l'ont fait augmenter la dette publique de 1200. J'ai reçu Marc Toiti, lui, il pense qu'on est à 3500 milliards d'euros. Il était à votre place la semaine dernière aussi. Oui, de dette publique, etc. C'est un désastre dans tous les domaines, en matière internationale. On vient de se faire chasser à coups de latte d'Afrique par notamment les ministres de M. Barnier, par Barrot, qui est allé, vous avez vu, qui est allé demander au gouvernement tchadien de reporter les élections législatives au Tchad parce qu'elles n'étaient pas assez inclusives, parce qu'il fallait sans doute des woke, mais le président tchadien lui a dit dégager, et puis il a foutu tous les Français à la porte. C'est ça. Personne n'en a beaucoup parlé en France de ce qui se passe. Hein. On s'en est chargé, mais... Voilà. Bon, vous en êtes chargé, mais vous êtes... heureusement qu'il y a quelques médias comme le vôtre, ou comme le nôtre d'ailleurs, comme UPR TV. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'actuellement, les dirigeants se doivent se dire « Ouh là là, ça remet en cause un petit peu notre... Ils n'aiment pas l'instabilité. » Donc, il dégage Madame Le Pen. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un sondage qui est sorti, l'homme politique, le Premier ministre préféré des Français, ça serait Bardella. Vous avez vu, c'est sorti dans la foulée. C'est encore un sondage bidouillé. Bardella, il a 28 ans, sa qualité... Vous savez pourquoi il était fait, M. Bardella, en fait? Pour présenter les collections Avenue Montaigne. C'est la seule chose qu'il sache faire, à peu près. Pour le reste, il a un prompteur et il dit, mais dès qu'il n'a pas son prompteur, c'est un peu comme Kamala Harris, il est absolument incapable il n'a aucune expérience de quoi que ce soit. Vous l'avez rencontré déjà?
je l'avais vu une fois dans une émission, mais c'est quelqu'un qui a tout, voilà, tout il a, c'est quelqu'un, c'est une machine pour réciter un narratif. C'est un peu dur quand même, votre jugement, là. Non, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Alors certains vont dire, je suis pas jaloux de Bardella, vous vous rendez compte? Non, c'est quelqu'un qui a 28 ans, c'est pas quelqu'un qui peut diriger la France, c'est impossible. Il n'a aucune expérience professionnelle. Mais pourquoi on met ça? C'est quoi la finalité de la promotion de Bardella? Qui d'ailleurs reste très muet actuellement, vous l'avez noté. Parce que l'idée, c'est de... Il est député européen, il n'est pas député à l'Assemblée nationale. Bien sûr, enfin il est le président du Rassemblement national. Bon, on aurait pu imaginer qu'il soit bien davantage contacté et présenté. C'est Madame Le Pen qui subit la vindicte des médias. Et pourquoi ça? C'est parce que l'idée, telle que je pense que les gens qui détiennent les médias, ce qu'ils ont à l'esprit, c'est de virer Madame Le Pen pour qu'en 2027, ce soit Bardella le candidat. Mais pourquoi ça? Pas pour que Bardella soit élu, bien entendu. Parce que Bardella, il suffit de lui retirer son prompteur, il ne sait plus quoi dire sur quelque sujet que ce soit. Bon, non. C'est pour promouvoir, pour faire élire celui qui sera face à Bardella. C'est ça le truc. Donc celui qui sera face à Bardella, ce sera probablement Édouard Philippe. Donc c'est un billard à 3 bandes. On fait tomber Madame Le Pen, on promeut Bardella pour qu'il y ait un deuxième tour en 2027, Bardella, Édouard Philippe, ou bien Bardella, je sais pas moi, n'importe qui, mettons Gabriel Attal ou je sais pas quoi, mais je dirais plutôt Édouard Philippe, qui est quand même qui a donné tous les gages nécessaires à l'oligarchie, et donc et au deuxième tour, on aura le trait, vous vous rendez compte, ça sera, et on est reparti pour un tour. Donc le problème il est là, c'est que les Français, tout le débat démocratique est verrouillé. Quand M. Macron dit qu'il a été élu démocratiquement, c'est faux. Bien sûr que factuellement il a été élu comme ça, mais avec c'est comme pour l'affaire de la vaccination, on n'a pas demandé on n'a pas le consentement éclairé de la population. Voilà, moi je constate à quel point, par exemple, je suis personnellement totalement blacklisté dans les grands médias. C'est pire que jamais. C'est absolument pire que jamais, alors que tous les événements ne cesse que donner raison aux analyses que je fais. Et c'est pour ça qu'on fait des scores considérables sur Internet. On est devant cette situation irréelle. En fait, il y a 2 mondes maintenant en France. Il y a ceux qui s'informent dans les grands médias et qui donc continuent à voter pour des gens qui veulent en fait détruire leur pays. Hein. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui regardent TF1 ou bien BFM, en fait, ils se laissent endoctriner par des milliardaires dont l'objectif est bien la destruction de la France pour faire triompher l'idéologie mondialisatrice et pour avoir la totale liberté des mouvements de capitaux, détruire les services publics, détruire la solidarité nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faire confiance aux grands médias, c'est faire confiance à nos pires adversaires du peuple français. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que, et ça c'est quand même le peuple français qui au bout du compte est quand même responsable, parce que j'ai déjà pris ces exemples en Inde. Vous aviez Narendra Modi qui était totalement interdit des médias. Les Indiens, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les Indiens, ils ont élu Narendra Modi. En Slovaquie, M. Robert Fico, il était interdit des médias. C'est quand même, mais par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les Slovaques l'ont nommé Premier ministre. En Roumanie, M. Georgescu, il était pestiféré, c'est par l'intermédiaire de TikTok, notamment, que les gens y sont allés. Donc ça veut dire que vous avez... Si je peux me permettre, Donald Trump mais voilà. Donc vous avez, si vous voulez, on a l'impression quand même que les Américains, les Slovaques, les Roumains, les Indiens et d'autres encore sont capables de se redresser face au pouvoir du tout médiatique. Et les Français, non, il y a une espèce de gigantesque apathie comme Jean-Michel qui sont là et qui ils sont prêts à aller se faire. Enfin, c'est fou, quoi. C'est affreux. J'aimerais qu'on termine avec les questions économiques en France. François Asselineau, on a beaucoup entendu juste avant cette motion de censure qu'en cas de renversement du gouvernement, la situation économique et financière serait extrêmement compliquée, avec la perspective même qui était agitée d'un shutdown, pour le dire à l'américaine. Emmanuel Macron était très rassurant sur ce point. Finalement, on ne risquait pas la catastrophe en votant la motion de censure. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, oui. C'est surprenant, ça. Il ne va rien se passer. C'est-à-dire, non, mais le désastre, ça aussi, c'est inadmissible, si vous voulez. C'est que vous avez des gens qui sont responsables de désastres extraordinaires. Je prenais l'exemple de Jean-Noël Barrot, qui vient, suite à son passage, c'est comme Attila, l'herbe ne repousse pas après son passage. Le ministre des Affaires étrangères qui va en Afrique, suite à quoi les Français sont chassés du Sénégal et du Tchad. C'est incroyable. Belle prouesse.
C'est quand même incroyable. Le même, 3 jours après, donne des leçons sur le fait comment il faut faire, il faut suivre ses conseils pour avoir une France forte. Alors, ce sont les mêmes qui ont fait qu'on a une augmentation de, je ne sais plus combien, 1000 milliards d'euros de dette, pour rien en plus, pour rien, qui sont responsables d'un désastre financier sans équivalent quasiment dans notre histoire, et qui donnent des leçons de responsabilité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir ça. Et le pire, c'est que vous avez les journalistes, la grande majorité des journalistes, qui continuent à cirer les pompes de cette mafia. Mais c'est incroyable. Donc il y a, moi, ce que je vois monter dans la population, c'est sans doute encore un sentiment minoritaire, mais il y a un sentiment de plus en plus important de gens qui veulent tout envoyer balader. Tout envoyer balader. Il n'y a pas un pour racheter l'autre dans cette caste politique. C'est ça le problème. Alors effectivement, on nous fait le coup c'est la dramatisation. Non mais c'est bon, la dramatisation. C'est pas à cause de la motion de censure de Barnier qu'il va y avoir que nous avons dégringolé de AAA+, qui était la signature de la France dans les années 90, à AA-, et tout le monde sait en fait que du point de vue des agences financières, elles n'ont pas voulu nous basculer en A, parce que sinon là c'est un coup près qui est au-dessus de notre tête. Normalement, on devrait être déclassé en A. Voilà. D'ailleurs, les agences de notation ont indiqué que c'était une perspective négative. Sauf que si on passe de AA- à A, A+, ou à je sais pas quoi, à ce moment-là, mécaniquement, vous avez toute une série d'investisseurs internationaux qui ne peuvent plus acheter de la dette française, parce que ça fait partie des décisions de leur conseil d'administration, de leur investment policy, de leur politique d'investissement. Ils ne peuvent pas, vis-à-vis de leur mandant, ils ne peuvent pas investir dans c'est considéré comme des investissements non fiables. Quoi, des investissements non fiables. Alors ça a donc un effet de ciseau dramatique, parce qu'au même moment, on va avoir besoin l'année prochaine de lever 300 milliards d'euros minimum sur les marchés financiers, c'est-à-dire 1,2 milliard d'euros par jour ouvré. C'est une somme absolument énorme. Et si au même moment, on bascule en dessous de AA-, si on bascule dans les A, ben vous avez énormément de fonds de pension, d'investissement, etc., qui ne vont plus acheter de la dette française. Alors on fait comment? Ben là, on se retrouve en risque d'être mis sous tutelle du FMI, à être obligé de vendre à l'encan notre patrimoine. C'est, la situation, elle est de nature de la Grèce. C'est absolument dramatique. Et ce sont ces gens-là qui nous disent qu'il faut faire preuve de responsabilité. Non mais c'est incroyable. Et c'est là où, si vous voulez, Barnier n'a pas été à la hauteur. N'a pas été à la hauteur. Il ne pouvait pas se contenter de petites phrases comme ça. Lorsque, par exemple, Attal a osé se protester contre la situation financière. Mais c'est incroyable, en fait. Moi, j'aurais fait une déclaration. C'est pas tolérable. En fait, M. Barnier, il pensait, il a fait ce qu'il sait toujours faire, c'est-à-dire des ronds de jambes, essayer d'arrondir entre gens de bonne compagnie, etc. Il a parlé d'ailleurs du RN, toujours en se pinçant un peu le nez, ce qui était quand même assez sot, parce que tout le monde sait, Mme Le Pen, elle avait sur lui un moyen de destruction tout de suite. Maintenant, il le sait. Maintenant, il le sait. Mais je crois que d'ailleurs, au passage, d'après certains échos, il a envoyé, paraît-il, des petits messages à sa famille, à ses proches. Ça y est, on va pouvoir enfin faire du ski. J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément mécontent d'être parti dans cette situation. Là où, moi, à mon avis, il aurait pu sortir par le haut, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que là, il sort, si vous voulez, d'une façon vraiment minable. Mais le problème, c'est que il reste devant nous. Avec, j'insiste, un cas pathologique à l'Élysée. Et lorsque Mme Le Pen dit... C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Elle a voté la censure avec la gauche. Très bien. Moi, je trouve ça bien, c'est normal, et je vous l'ai dit pour une raison d'ailleurs qui n'a pas été suffisamment évoquée, et qui n'est même pas du tout évoquée, c'est d'abord et avant tout parce que déjà, on n'a plus comme ministre des Affaires étrangères des gens qui qui veulent envoyer des missiles sur la Russie. Bon, on ne sait pas ce qui va devenir, mais là, pour l'instant, on est déjà sauf sur ce point-là. Mais elle a dit qu'elle respectait trop la fonction présidentielle pour lancer la destitution. Mais c'est incroyable! Moi, je respecte trop la fonction présidentielle pour ne pas lancer la destitution. Je respecte trop la fonction présidentielle pour suivre la situation actuelle où depuis 7 ans, quelqu'un qui est en train de tout détruire de la France. Il ne restera plus rien. Et donc, Mme Le Pen, lorsqu'elle dit ça,
Elle dit en fait, on va encore continuer pendant 30 mois à avoir cet énergumène qui va tout détruire. Le prochain truc, vous allez voir ce qui va se passer avec le Mercosur. Il va y avoir une vague protestation et puis ça va se terminer comme ça. Alors justement, là, pour le Mercosur, on voit que Ursula von der Leyen semble presque profiter du fait que la France soit désormais sans gouvernement. Elle a l'air d'être à la manœuvre pour accélérer cette signature des accords entre l'UE et le Mercosur. L'Italie commence à se faire entendre et fait entendre son opposition, à l'instar de la France. Quelle est votre perception des choses? Tout va se signer comme si tout le monde était d'accord? Alors, je ne suis pas au courant des tout derniers développements. Il faut avoir, vous savez, il y a une minorité de blocage qu'il faut avoir, qui représente, je crois, 35% de la population. Il faut avoir, je ne sais plus combien. Enfin, pour avoir cette minorité de blocage, il faut que la France rallie à sa position la Pologne, l'Italie et puis l'Irlande, etc. Or, ça n'est pas fait, semble-t-il. Sinon, elle n'aura pas la double minorité en nombre d'États et en nombre de populations. Alors, je ne sais pas où ça en est. Bon. Mais moi, il y a une chose que je sais, en tout cas, c'est... vous avez vu ce qu'a dit Robert Fico. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Premier ministre de Slovaquie dont je parlais tout à l'heure... Qui a échappé à une tentative d'assassinat. Qui a échappé à une tentative d'assassinat. D'ailleurs, il y a une corrélation assez importante entre les gens qui se font élire contre les médias et ceux qui souffrent de tentatives d'assassinat. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. C'est arrivé à Evo Morales, là, en Bolivie. Corrélation n'est pas causalité. Oui, je sais, mais je fais simplement une corrélation. Trump, il a failli y passer. Là, c'est Robert Fico. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Robert Fico, donc, ou Fico, je crois qu'on dit en slovaque, le Premier ministre, il a regimbé, là, il y a 2 jours, parce que vous savez que vous avez une dame qui s'appelle Madame Kaja Kallas, qui doit avoir 35 ans, qui est estonienne, qui est la fille de son père. Bon, jusque-là, vous pouvez suivre. Mais le père de Madame Kaja Kallas s'appelle Siim Kallas. Et c'est un type qui était du temps de l'URSS. C'était en République socialiste soviétique d'Estonie. Il a été ministre des Finances. Il a été gouverneur de la Banque centrale d'Estonie. Bien. Et il était, au moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste, il est parti de là, il y a eu 10 millions ou 20 millions de dollars qui ont disparu des caisses de la Banque centrale d'Estonie. Bon, il a donc été, tous les regards se sont tournés vers le gouverneur de la Banque centrale. Probablement, ça a disparu à son profit. Et il a fait quoi ensuite? Ce type qui était un apparatchik socialiste, il est devenu d'un seul coup un pro-OTAN, pro-américain, etc. Donc c'est en fait une famille de collabos. Voilà, et qui sont du côté du Manche, quel qu'il soit. Donc là, ils étaient du côté soviétique, maintenant ils se sont vendus aux Américains. Madame Kaja Kallas, elle a 35 ans, elle est ministre des Affaires étrangères, si l'on peut dire, de la Commission européenne. Elle est viscéralement anticommuniste, de par son père notamment, qui a dû lui raconter comment ça s'était passé. Et donc, elle est en train de pousser l'ensemble de l'Union européenne. Si je peux me permettre, elle n'est pas seulement anticommuniste, elle est surtout maintenant devenue anti-russe. Anti-russe, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. C'est ça, elle n'est pas littéralement anti... Elle est forcément russophobe. Parce qu'anticommuniste, c'est pas un drame en soi. Non, mais bon, enfin, vous avez raison de me corriger, elle est foncièrement russophobe. Et elle entraîne elle parle au nom de l'Union européenne en disant, voilà, il va falloir hausser le ton, elle évoque l'hypothèse d'envoyer des missiles, etc. Robert Fico, qui est à la tête de la Slovaquie, qui est un petit pays, je ne sais pas combien, il doit y avoir 4 à 5 millions d'habitants, il a fait une déclaration en tant que Premier ministre en disant que ça suffisait comme ça, que cette dame parle au nom de l'ensemble des pays de l'Union européenne, que lui n'était pas d'accord, que l'intérêt des Slovaques, ça n'était pas ça, et qu'il refusait ces injonctions d'un État fédéral, il appelait ça des coups d'État. Robert Fico, Premier ministre de la petite Slovaquie. Alors face à ça, qu'est-ce que fait un président de la République française? Vous vous rendez compte? Moi, je peux vous dire que si j'étais à la place de Macron, d'abord, on n'en serait pas là. Parce qu'on en serait sorti depuis de belles lurettes de l'Union européenne et de l'OTAN, et on n'en serait pas là. On n'aurait pas fait les sanctions contre la Russie. On n'aurait pas un marché de l'énergie qui est en train de détruire notre économie. On aurait mis des barrières pour empêcher justement les délocalisations industrielles. On aurait noué des partenariats avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS. Je vous assure, pour moi, c'est un crève-cœur. C'est pas que je suis jaloux, ce qui m'attriste, c'est que je sais ce que j'aurais fait si j'avais été élu en 2017, et puis je peux vous dire que la France aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir avec le désastre, parce que M. Macron, c'est un agent de l'étranger qui est là pour détruire le pays.
Si j'étais à la place de Macron aujourd'hui, vous savez ce que je ferais? Je décrocherais mon téléphone, j'appellerais Madame von der Leyen, je lui dirais, Madame, soit vous arrêtez de signer le traité, il n'est pas question que vous signiez le Mercosur, soit si vous le faites, il n'y aura plus un euro que la France versera à la Commission européenne. C'est ce que De Gaulle avait fait avec la politique de la chaise vide. C'est ça ce qu'on appelle un conflit créateur. Mais je peux vous dire que Mme von der Leyen, elle dirait « Oh, non, il y a un malentendu ». Parce que si la France, elle arrête de verser l'argent, nous représentons à peu près 20% du budget, ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires de Bruxelles. Déjà. Bien sûr. Voilà. Mais ça, pour ça, il faut avoir... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut... je ne vais pas être grossier, mais il faut avoir du courage. Voilà. Et monsieur... D'abord, ça n'est pas dans le logiciel de monsieur Macron qui, en fait, est une marionnette. C'est triste, en fait. La destinée de M. Macron est une destinée assez triste, en fait. Mais c'est pas non plus dans le logiciel, comme on dit, de M. Barnier, qui est là, qui fait des ronds de jambes. Bon, voilà. Non, on fait pas des ronds de jambes avec Mme von der Leyen, qui, sciemment d'ailleurs, a toute une politique pour dézinguer la France. Parce que lorsqu'elle a nommé, par exemple, comme commissaire chargé de l'agriculture, elle a nommé le luxembourgeois, où il n'y a pas d'agriculture au Luxembourg, et eux, ils ont les intérêts à faire marcher les circuits financiers. Bien sûr. Donc le commissaire chargé de l'agriculture, il a intérêt à détruire l'agriculture française. Vous vous rendez compte? Elle a nommé Mme von der Leyen, je le disais tout à l'heure, Mme Kaja Kallas aux affaires étrangères, parce qu'elle sait que c'est un agent, qu'elle est dans la main des Américains de l'OTAN, comme elle. Et nous, on a quoi? Nous, on a ce pauvre Séjourné, Stéphane Séjourné. Elle a chargé de vice-président, chargé de, je sais pas quoi, du bien-être industriel ou de redressement industriel. Mais c'est comme Hollande qui avait nommé Montebourg, vous savez, chargé du redressement productif. On peut rien faire quand vous êtes ministre de l'Industrie, ministre du redressement productif, ministre aussi, puisque toutes les grandes données macroéconomiques, tous les grands leviers vous échappent. Regardez ce qu'avait M. Marc Ferracci. Vous savez qui est M. Marc Ferracci? Ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie sortant. Voilà, qui a pour Macron. Voilà, dont la grande compétence. Pourquoi il a été nommé ministre? Parce qu'il a été témoin de mariage de Macron avec Brigitte. Voilà. Je crois que c'était son père, mais... Et réciproquement. Il était témoin de mariage. On va, si vous voulez bien... Je termine, parce que Marc Ferracci, il a dit, donc je crois que je le disais tout à l'heure, le 17 novembre, à mi-novembre, il a dit qu'il s'attendait à des milliers de pertes d'emplois industriels et des fermetures d'usines. C'est pas nouveau. Bon, mais oui, mais il sert à quoi? C'est quoi un ministre qui s'attend à... Ce sont des commentateurs de l'actualité. On a un président de la République qui se prend pour un organisateur d'événementiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se félicite des Jeux Olympiques, il se félicite de Notre-Dame de Paris, où, si j'ai bien compris, on a mis un carrelage de salle de bain à la place des dalles millénaires qu'il y avait par terre, enfin bref. Et puis maintenant, on a un ministre de l'Industrie qui commente, il dit, ben voilà, ce sont des Léon Zitrone du désastre, si vous voulez. Ils sont là en train de commenter le désastre, voilà. Mais c'est fou, quoi. Il n'y a personne qui prend... vous comprenez, ils n'ont pas... Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà noté quand j'étais en cabinet ministériel. C'est qu'on a une classe dirigeante qui comment dirais-je, qui a engrammé, comme on dit en termes psychiatriques, le fait qu'ils n'ont pas de pouvoir. Le fait qu'ils sont des bouchons sur l'océan. Ils ne prennent pas à bras-le-corps les problèmes des Français. On va passer à présent à une page internationale, si vous le voulez bien. Donald Trump... va donc rejoindre la Maison-Blanche à nouveau le 20 janvier prochain. Il avait fait la promesse d'en finir avec la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a quelques jours, les États-Unis, on ne sait par quelle voie, a autorisé des frappes en profondeur sur la Russie. On voit qu'il y a une augmentation des tensions, notamment avec la riposte russe qui a lancé un missile hypersonique Oreshnik. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Hervé Carès, spécialiste de la gestion de crise et ancien militaire. Il était à votre place il y a quelques semaines et il nous expliquait ce que changeait le missile Oreshnik. Je pense qu'il ne faut pas parler d'escalade, il faut parler de réponses graduées, hein, et notamment de la part des Russes. Et en se référant à la réponse graduée des années 60 des États-Unis en matière de dissuasion nucléaire, avec une différence notable et qui est d'une certaine manière révolutionnaire, c'est que par la suprématie technologique qu'ont les Russes avec les vecteurs hypersoniques, ils ont rajouté en fait une étape à cette réponse graduée. C'est une étape de dissuasion conventionnelle
au moyen de vecteurs hypersoniques. Et cette étape qui n'existait pas, qui est révolutionnaire, pose un vrai problème stratégique aux Occidentaux, parce qu'eux, ils ont une dissuasion essentiellement et exclusivement nucléaire, avec pas de niveau de graduation ou de gradation, d'escalation ou d'escalade, et ils sont dans une impasse stratégique. Je vais faire une petite page d'auto-promo quand même, parce que je regrette que des experts comme Hervé Carès n'aient pas été invités sur les plateaux de télévision que les Français peuvent voir tous les jours en allumant leur poste, parce que ça ferait peut-être avancer quand même un peu les choses. Mais écoutez, vous avez raison. Il en est, c'est Hervé Carès, Sylvain Ferreira. Bien sûr. Il y a en France des gens qui ont des experts, des vrais experts qui disent la vérité. Mais c'est pareil pour... comme vous, j'ai reçu donc Marc Toiti, que je connais bien maintenant, j'ai fait une vidéo hier, on va la sortir. Marc Toiti, c'est un économiste qui a du bon sens et qui dit des choses... Bon, il n'ose pas aller jusqu'au bout, même s'il le pense beaucoup. Il faut sortir de l'euro. Il a fait un ouvrage pour dire que l'euro allait exploser. Mais enfin, il le pense très très fort, mais il n'ose pas trop le dire. Mais il est de toute façon blacklisté dans les médias. Donc voilà quelqu'un. Il m'a raconté comment il a été reçu par comment s'appelle-t-il, Bruno Le Maire, où il était allé expliquer à Bruno Le Maire le désastre. Mais il y avait toute une cour autour de Bruno Le Maire qui expliquait que non, on pouvait continuer à s'endetter de façon considérable. Donc en fait, les médias, on en revient toujours au même point. On l'a vu sur l'affaire de la Covid. Bon, maintenant, les langues commencent à se délier, pas seulement les langues, mais les rapports. Vous avez vu ce rapport qui vient des États-Unis, de la Chambre des représentants, qui explique que désormais, en effet, c'est quasiment certain que le virus a été créé en laboratoire. On sait aussi que les injections ARNM ont des effets secondaires très, très graves et que ça ne protégeait pas autant que ce qu'on avait dit, même peut-être pas du tout, etc. Et puis que, bon... rappelez-vous qu'en France, le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, a été interdit d'antenne. Et Patrick Cohen, par exemple, qui n'a jamais, je ne sais même pas s'il a son bac, mais enfin en tout cas il n'a jamais fait un jour d'études de médecine, le traitait de complotiste. Et le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, qui tirait la sonnette d'alarme, qui disait ce virus a été fait en laboratoire et qui mettait en garde contre les injections ARNM, il est mort dans l'anonymat. Il n'a même pas eu voilà, je lui ai proposé, moi je suis pas le seul, il faudrait l'élever à titre posthume à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Si vous voulez, le thermomètre est cassé. C'est-à-dire que les Français, que ce soit sur la Covid-19, que ce soit sur l'endettement de la France, que ce soit sur la guerre en Ukraine, que ce soit sur l'euro, que ce soit sur notre appartenance à l'Union européenne, que ce soit, etc., sur l'OTAN, les Français, on leur cache des pans entiers du raisonnement et de la vérité. Donc après ça, vous avez Macron qui dit qu'on est en démocratie. Non, on n'est pas du tout en démocratie. On est dans un truc qui est complètement verrouillé médiatiquement et on n'apporte pas aux Français la solution. C'est pour ça que la situation est extrêmement grave, parce qu'il n'y a pas d'offre politique. Les Français ne voient pas une offre politique. Plus exactement, on leur fait croire que l'offre politique... ça serait de voter pour Bardella. Bon, c'est bon. Bardella, vous l'avez vu, qui est totalement aligné sur le narratif américain, de l'État profond, pas de Trump d'ailleurs. Et Bardella qui est allé serrer la main de Zelensky, ou Manon Aubry de l'autre côté qui avait sauté au cou de von der Leyen. Vous avez vu ça. Enfin, voilà. Ou Madame Knafo, ou Madame Marion Maréchal, qui sont totalement sur le pro-Union européenne, pro-OTAN, etc. Vous êtes un peu dur parce que les discours des deux personnes que vous venez de citer au Parlement européen sont quand même extrêmement offensif à l'égard de von der Leyen. Donc, Oui, mais attendez, au moment du vote, par exemple pour les missiles, elle a voté quoi, Madame Marion Maréchal, qui d'ailleurs, au passage, est partie avec 4 députés sur 5 après s'être fait élire avec l'étiquette Zemmour. Une trahison, et c'est extraordinaire d'ailleurs, au passage. Mais elle a voté quoi? Elle a voté pour l'envoi de missiles pour aller bombarder la Russie. Et Madame Maréchal, elle est la première à chanter les louanges de Mélanie qui aurait arrêté l'immigration, ce qui est faux. Le nombre d'immigrés en Italie a augmenté. Parce que Madame Marion Maréchal, elle joue sur l'ambiguïté entre les immigrés illégaux et les immigrés légaux. Je l'ai dit et je le répète, à partir du moment où on est dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer la politique de l'Union européenne qui vise à augmenter le nombre de migrants. 4 millions par an, mais de migrants légaux.
Voilà. J'aimerais qu'on reste sur la question internationale, si vous voulez bien, François Asselineau, et qu'on reste sur cette question ukrainienne qui n'avance pas. On l'a dit, Donald Trump a promis la paix en 24 heures. Bon, bien sûr, c'était une façon de parler. On a vu ce lancement d'Oreshnik qui semble quand même rebattre un peu les cases et les cartes et calmer peut-être les volontés de violence du côté atlantiste. Cette nuit, Sergueï Lavrov a donné un entretien à Tucker Carlson, là aussi. On voit encore que ça se passe non pas sur les réseaux principaux, mais sur les réseaux sociaux et sur les médias alternatifs. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. Il y a quelque temps, M. Kirby, qui est le coordinateur de la communication de la Maison-Blanche, ou quelque chose comme ça, répondait à des questions concernant l'escalade et sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Et il a dit « Oh non, non, nous ne voulons pas d'escalade parce que s'il y a un élément nucléaire, nos alliés européens en souffriraient. » Ainsi, même sur le plan mental, il exclut que les États-Unis en pâtissent. C'est quelque chose qui rend la situation un peu risquée. Les professionnels de la dissuasion, de la politique de dissuasion nucléaire, savent très bien que c'est un jeu très dangereux. Parler d'un échange limité de frappes nucléaires est une invitation au désastre. C'est ce que nous ne voulons pas. On a le sentiment finalement que la Russie a totalement transformé la politique de dissuasion nucléaire, plutôt en faveur du retardement du déclenchement nucléaire. Oui, parce qu'on est en train de mesurer que l'utilisation de forces nucléaires, c'est en fait l'apocalypse générale de la planète. Donc il y a quand même les armes nucléaires sont des armes finalement qui sont destinées à ne pas être utilisées. Voilà. Et donc, depuis cette conception, c'était la MAD qu'on disait dans les années 70, Mutual Assured Destruction, ça veut dire fou en anglais. La folie, c'était la destruction mutuelle assurée. C'est ça qui a abouti aux accords SALT I, SALT II, vous savez, de réduction des armements. Mais ça, c'était au moment du dégel avec les États-Unis et l'Union soviétique, faisant la politique de détente, etc., les accords d'Helsinki de 75, etc. Bon. Mais depuis lors, il y a effectivement toute une pensée stratégique et tactique qui s'est développée, en se rendant compte que justement, cette force nucléaire, c'est un peu too much, c'est un peu trop, quoi. Et donc, est-ce qu'il peut pas y avoir un dégradé? D'où l'apparition des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des armes nucléaires qui frapperaient de façon très limitée, et puis des armes qui sont des armes nouvelles, du style, par exemple, pour brouiller les communications par Internet ou des communications téléphoniques, et puis aussi, ce qu'on vient de découvrir, avec notamment les Russes, ce sont des missiles hyper véloces, hypersoniques, qui font 10 fois la vitesse du son et qui emportent des charges. Et l'arrivée de même si ce sont des charges conventionnelles, on l'a vu dans la banlieue de Dniepropetrovsk, d'un seul coup, vous avez des missiles qui sont arrivés avec des tonnes l'équivalent de tonnes d'explosifs, en tout cas, conventionnels, et qui sont arrivés à la vitesse de 4 km à la seconde. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est un cratère incroyable qui est arrivé, et les habitants ont eu le sentiment d'un tremblement de terre gigantesque à 20-30 km à la ronde. Donc c'est énorme, et ça n'est pas nucléaire. Donc on voit que les Russes, de ce point de vue-là, ont bâti des armes qui devraient faire réfléchir quand même, et que je pense que ça fait quand même un peu réfléchir les gens sérieux. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de moyen de les arrêter, parce qu'un missile qui fait du Mach 10, il paraît qu'il y en a même qui vont plus vite. On n'a pas les moyens de les arrêter. Voilà. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez, moi, quand j'entends la déclaration de M. Lavrov, comparer Lavrov à Jean-Noël Barrot, c'est à pleurer.
C'est à pleurer. Lavrov, il est ministre des Affaires étrangères depuis 25 ans. C'est un homme qui a 70 ans. C'est un homme qui est en pleine maîtrise de tous les dossiers. Qui est quelqu'un comme Poutine. Ce sont des gens qui sont extraordinairement compétents sur leur sujet et qui défendent bec et ongle les intérêts géopolitiques de leur pays. Alors que nous, on a une espèce de muscadin. Vous avez le dernier truc en date, là, il a son téléphone. Tout le monde a écouté le téléphone du ministère des Affaires étrangères. Il a refusé de le donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me direz, ça ne doit pas être très intéressant ce qu'il y a sur le téléphone du ministre des Affaires étrangères français. C'est quoi? C'est un larbin. Mais vous vous rendez compte à quel point on est tombé? Et moi, ce que je trouve absolument tragique, c'est que là, lors des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, le Barnier, il est tombé sur un problème de financement de la sécurité sociale. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut plus qu'il y ait d'augmentation d'impôts. Il ne faut plus, et M. Barnier va augmenter encore les impôts de 40 milliards d'euros. Il faut maintenir le pouvoir d'achat des catégories les plus modestes de la population et des retraités. Là, je suis vraiment d'accord avec ce que disait Mme Le Pen, pas que elle d'ailleurs, ou de l'autre côté de l'hémicycle, il y avait aussi des gens qui disaient la même chose. Je suis d'accord. On fait les économies où? Mais alors justement, Barnier, il a fait quoi comme économie? Barnier, il nous a sorti, il appelle à faire des économies. Première chose qu'il présente, c'est un gouvernement avec 42 ministres. Mais c'est incroyable. Et vous avez Mme Borne. Vous avez vu Mme Borne qui a expliqué qu'il était hors de question qu'on lui retire son chauffeur et sa voiture à vie. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Madame Borne, vous avez vu, elle a dit c'est tout à fait normal que les premiers ministres ils aient des privilèges comme ça à vie. Elle a dit, vous avez vu pourquoi? Elle a dit parce que, compte tenu de ce que j'ai fait, je risque quand même d'être molesté ou agressé dans la rue. Mais elle témoigne qu'on n'est plus dans une démocratie, en fait. Parce que normalement, dans une démocratie, quelqu'un qui... Démocratie, c'est pas non plus là où le peuple peut s'en prendre physiquement aux dirigeants politiques. Non, mais tout le monde sait que ça... Elle n'a fait que des 49-3. Elle en a fait 23 ou 24 pour imposer une réforme de la retraite que les Français ne voulaient pas. Et elle sait mieux que les Français ce qu'il faut. Alors maintenant, effectivement, elle veut une protection rapprochée, elle veut une protection permanente, en fait. Voilà. Donc c'est quand même hallucinant. Donc moi, j'en reviens à mon propos. Bien sûr que ce sont des sujets qui sont graves, mais ça, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grave. Si vous voulez que la France, qui n'est pas parmi les dirigeants français, parmi les parlementaires, qu'il n'y ait personne qui ait voulu mettre au-dessus de la pile le problème qu'on risque d'être anéanti dans une guerre nucléaire, ou si pas une guerre nucléaire, qu'à force d'aller titiller l'ours russe, de lui tirer les poils du nez... Bon, qu'un jour, qui c'est qui va nous dire qu'on ne va pas se ramasser une noisette, là, Orechnik, c'est la noisette, comme quand vous allez au café, vous demandez vous voudrez une noisette, sauf que là, ça ne va pas être une petite tasse de café, là, c'est un missile qui fait du Mach 10, et les Russes, qu'est-ce qu'on fait si les Russes envoient ça sur je sais pas moi, sur une usine désaffectée en France, une usine d'armement dans la région de Bourges ou de Vierzon, en pleine nuit, où il y a personne, où il y a 2-3 morts, et puis il y a un cratère de 500 mètres de diamètre. Alors que ça serait tiré en pleine nuit depuis Arkhangel, que ça met 12 minutes ou 14 minutes pour arriver. On n'a pas les moyens, on fait quoi? Là, vous imaginez, le lendemain matin, les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il faut entrer en guerre contre la Russie, j'imagine. C'est ça, qu'on va rentrer en guerre contre la première puissance nucléaire mondiale ou la deuxième. Ils ont 4500, je crois, de mémoire, même peut-être un peu plus, peut-être 5000 ogives nucléaires en état de fonctionnement. Nous, on en a, je crois, quelque chose comme 250, sans compter tous les appareils électroniques, etc. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement, quand on aime l'histoire, quand on apprécie l'histoire de France, enfin, l'apprécier quand on la comprend, on retombe sur des grands schémas habituels des désastres, des grands désastres français. Comment est-ce qu'on a eu la guerre de 1870 et l'effondrement du Second Empire? C'est parce que dans l'entourage de Napoléon III, on s'était monté le bourrichon sur le fait qu'on était meilleurs que les Allemands. L'Allemagne avec Bismarck, avait gagné la bataille de Sadova de 1866, qui est une bataille absolument essentielle dans l'histoire de l'Europe, puisque c'est à partir de ce moment-là que Bismarck va pouvoir commencer à fédérer le Deuxième Reich, qu'il proclamera d'ailleurs en 1871, en janvier, dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc, en 1870, on a, face à la France, on a une armée allemande, une armée prussienne, qui est extraordinairement, qui a fait victoire sur victoire, la bataille du Schleswig-Holstein, la bataille de Sadova, et qui a 50% de force en plus,
qui sont hyper entraînés, hyper armés, etc., avec une capacité d'ailleurs de mobiliser encore d'autres troupes ailleurs. Et nous, on n'a rien. Si, la seule chose qu'on a comme avantage, c'est le fusil chasse-peau. C'est la seule chose. Et vous avez des militaires qui défilent, comme actuellement, vous avez des militaires du style, le monsieur Yakovlev, là, le général français, qui défile sur les plateaux TV pour nous expliquer depuis 2 ans et demi que la Russie est complètement écrasée et que la Russie est battue et que Poutine est en train de mourir de ses cancers généralisés. Ça, c'est un général qui se déplace sur les plateaux télé. Comme nous, on avait à l'époque, dans l'entourage de Napoléon III, des gens qui disaient que l'armée française, elle était prête jusqu'au dernier bouton de guêtre. C'était ça qu'on nous disait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un désastre national. Et tous nos grands désastres nationaux ont été faits justement sur ce caractère prime-sautier, superficiel que beaucoup de peuples nous reprochent. Qu'est-ce que nous reprochent les peuples d'Europe du Nord ou les Allemands? C'est la légèreté française, l'inconséquence française. Voilà, là on est en pleine inconséquence. On a des gens qui discutaillent, là, excusez-moi, mais sur le malus automobile, alors qu'au même moment on a l'une des toutes premières puissances mondiales qui risque quand même de nous envoyer, que l'on titille depuis des années maintenant, avec des ministres, des muscadins comme monsieur Haddad ou monsieur Barrot, qui viennent dire qu'il faut aller envoyer des troupes au sol. Voilà, on est, ou c'est comme en 1940. Hein. Paraît-il que nous avions des généraux qui nous expliquaient que de toute façon les Allemands ne pourraient pas passer parce qu'on avait la ligne Maginot. Mais ils s'étaient pas rendu compte que tout simplement il y aurait l'offensive gudérien qui passerait par les Ardennes, qui contournerait, et qu'on serait, excusez-moi, à poil, quoi. Voilà. Ben c'est ça. C'est-à-dire que là, on a des gens qui se, mais c'est dingue. Et qui est un seul responsable politique français ayant accès aux médias, parce que moi, je n'ai pas accès aux médias. Monsieur Sylvain Ferreira, monsieur Carès n'ont pas accès aux médias de la même façon que monsieur Montagnier sur la Covid ou bien d'autres, ou le professeur Perron ou madame Henrion-Cône n'avaient pas accès aux médias. C'est-à-dire qu'on est, j'insiste sur cet aspect des choses, c'est que la France, tout est verrouillé et ceci ne peut déboucher, à mon avis, que sur une violence explosive un jour ou l'autre. Voilà. Parce qu'il y a un moment à partir duquel, lorsque les Français vont constater que leur niveau de vie commence à dégringoler de plus en plus, il y a un moment à partir duquel les gens vont être fous de rage. On ne leur offre pas une politique sereine, saine, posée, pondérée pour essayer de régler les problèmes. Moi, j'essaye de faire ça depuis 17 ans et demi. On m'interdit de parler. Bon, très bien. Ça va être exactement, on est dans une situation pré-révolutionnaire. Ça rappelle, je fais des références historiques, mais c'est important, c'est fondamental. Vous savez, tous les grands chefs d'État du monde, ils parlent de l'histoire. Vous avez vu Poutine, quand il a parlé de Trump, il a dit c'est un homme intelligent, il devrait se méfier parce que toute l'histoire des États-Unis est faite d'assassinats. C'est-à-dire que Poutine, c'est quelqu'un qui, à permanence, pense à l'histoire. De la même façon que le président, moi j'avais rencontré avec Chirac le président Chiang Zemin à Pékin. Mais Chiang Zemin, il avait parlé à Chirac du 19e siècle. Il lui avait parlé de Victor Hugo, il avait parlé à Chirac de l'offensive franco-anglaise en 1860. Donc nous, on a des gens qui sont des incompétents, qui ne connaissent rien à l'histoire de France et qui se croient les rois du monde. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs des sanctions contre la Russie qui se retournent en pleine contre nous. Parlons, pour terminer cette émission, et rapidement, si vous voulez bien, François Asselineau, de l'histoire de France. Justement, ce samedi, c'est aussi le jour de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous en avez dit un mot. Est-ce que ça vous émeut? Oui, alors, je ne suis pas allé sur place. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemble. Bon. Moi, ce que je n'aime pas dans cette histoire, d'abord, toute cette histoire me paraît louche depuis le début. Bon, si vous avez, moi j'ai une maison de campagne, voilà, qui a été construite en 1880, il y a des poutres. Il y a quelque temps de ça, je me suis dit, tiens, je vais voir si les poutres, elles prennent feu. Donc j'ai mis un briquet. C'est des poutres qui datent de 1880. Mais le bois, il est tellement fossilisé, si vous voulez, qu'au bout de 10 minutes de briquet, ça n'avait toujours pas bougé d'un pouce. Il aurait fallu y aller au chalumeau pendant 3 heures pour que ça commence à brûler. Là, on parlait de poutres qui ont pris feu instantanément à cause d'un mégot de cigarette, alors que ce sont des poutres millénaires. Donc ça, non, je suis désolé, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Ah. Et d'ailleurs, j'observe que ça fait maintenant, c'était en 2019, 5 ans après, officiellement, on ne sait toujours pas quelle est l'origine de ce sinistre. Donc déjà, si vous voulez, c'est un gros malaise, premièrement. Deuxièmement, je suis allé plusieurs fois dans ma vie à la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, elle a été rénovée récemment.
c'est joli, c'est très beau, ça a été entièrement ravalé à l'intérieur. Il y a des éclairages a giorno, si vous voulez. Vous avez une musique d'ambiance. Bon, heureusement, c'est quand même pas de la musique pop, c'est quand même des chants... Pas encore. Pas encore, ce sont des chants grégoriens. Mais, en fait, c'est un musée. C'est plus un lieu de culte. C'est devenu un musée où on se déplace là-dedans. C'est un musée. Voilà. Ça me rappelle aussi, dans un autre domaine, c'est pareil en Italie, il y a l'église Sainte-Marie au Lien, où il y a le Moïse de Michel-Ange. J'y étais allé avec mes parents en 1971, donc c'était une autre époque en fait. Et il y avait une foi religieuse, etc. Mais j'y suis allé il y a quelques années, c'est pareil, c'était entièrement nettoyé, etc. Musique d'ambiance, faut payer à l'entrée, il y a un circuit de visite. C'est plus un lieu de culte en fait, ce sont des musées. Et je pense que c'est ce qui va se passer probablement avec Notre-Dame. Je ne sais plus c'était qui, c'était Claudel ou je ne sais plus qui s'était converti derrière un pilier. Si vous voulez, moi je collectionne les médailles. Les médailles en bronze. Ce qui est beau dans une médaille du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, c'est la patine. Là, on a enlevé toute la patine. On a un truc qui est blanc, qui a été passé au Karcher. Avec des éclairages et avec un carrelage, on se croirait, je vous ai dit, c'est une espèce de galerie marchande, de galerie comme ça. Enfin, des photos. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais réviser mon jugement. Je ne l'ai pas vu. Mais ce qui me met mal à l'aise aussi, c'est ce parti pris, en fait, de muséification de Notre-Dame. Alors, sans compter les rumeurs insistantes qui circulent sur des signaux maçonniques ou des signaux... Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait aller regarder ça d'un petit peu plus près. Mais sans même aller jusque-là... Non, mais vous savez que sur la sphère Internet, tout le monde ne parle que de ça. Bon. Mais sans aller jusque-là, je suis un peu embarrassé par... On a l'impression d'enlever la magie et le mystère de ce lieu. Me semble-t-il. Peut-être que je vais réviser mon jugement. Puis le troisième point, c'est l'utilisation politique qui est faite de cette affaire par Macron. Enfin, c'est quand même incroyable, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, pourquoi ça n'est jamais qu'une cathédrale qui a été rénovée. Il convoque la planète entière à sa gloire. Il veut faire un discours à l'intérieur. Enfin, c'est quand même incroyable. Et moi, je vois que le pape, pourtant le pape, il est quand même pas très ennemi des mondialistes. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais même le pape a refusé d'y aller. Il y a quand même quelque chose entre le pape et Macron. Peut-être que le pape en a marre que Macron le tripote à chaque fois qu'il le voit. Vous savez, il est là, il lui saute au cou, etc. Moi, je vois le pape. Il est allé à Strasbourg. Il est allé à Lourdes. Il est allé à Marseille. Il va aller maintenant encore dans une semaine. Il refuse obstinément d'aller à Paris. C'est quand même lui qui devrait être invité. Bon, peut-être que il a une mauvaise expérience historique. Vous vous rappelez le pape Pie VII qui avait été traîné par Napoléon pour assister le 2 décembre 1804, donc il y a 220 ans, au couronnement de Napoléon, où il avait pris la couronne, vous savez, devant Pie VII qui était là. Vous connaissez le fameux tableau qu'il y a au Louvre. Mais Macron, il a invité par ailleurs des chefs d'État. Il y en a plusieurs qui se sont débinés. Le roi d'Angleterre, il a fait savoir que non, ça ne l'intéressait pas. Le roi Felipe VI d'Espagne, il a dit qu'il avait un sanglier sur le feu. Il y avait et puis alors le mystère. Alors si paraît-il le président italien, le président grec, Donald Trump. Et alors le mystère c'est Trump, parce que Trump dans un premier temps il a fait savoir qu'il n'irait pas. D'ailleurs Biden n'y va pas. Hein, c'est sa femme Jill Biden qui y va. Biden n'y va pas. Quand même le président des États-Unis en exercice. Mais Trump, il avait dit qu'il n'y allait pas, et maintenant il y va. Bon, je ne sais pas. Il paraît qu'Elon Musk va y aller, donc je ne sais pas. Je trouve que... En plus, Trump, il a couvert d'éloges Macron sur cette affaire. Alors, quand on sait ce que Trump a dit tout au long, enfin, il l'a redit pendant sa campagne, il s'est moqué de Macron. Il avait dit aussi que tout ce que touchait Macron se transformait en merde. Vous vous rappelez? Enfin, c'est des choses incroyables. Donc là, d'un seul coup, qu'est-ce qui a justifié ce revirement? Je trouve bizarre, alors qu'il n'est jamais que président élu, il n'est pas encore président en exercice. Je trouve ça étrange, en fait, cette visite de Trump à Paris. Alors, il y a des gens qui fantasment sur le fait qu'il va sortir des dossiers ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense plutôt que... je ne sais pas. Il va peut-être voir M. Macron entre quatre yeux et peut-être lui parler de quelques sujets internationaux en lui disant qu'il faut peut-être qu'il se calme sur l'Ukraine. Je ne sais pas.
C'est peut-être possible que ce soit ça, j'en sais rien. Et ce serait donc un prétexte. Je vous remercie beaucoup, François Asselineau, d'être venu jusque TV Liberté à nouveau. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, je vous l'ai dit au début de cette émission, je compte sur vous pour relayer cette vidéo. Bien sûr, agrémentez-la du petit pouce en l'air qui améliore le référencement, c'est capital. Et puis, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires, juste en bas. À la semaine prochaine, portez-vous bien.